3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jean-François Robin est avec nous, le directeur de la recherche de Natixis. Bonsoir Jean-François. Bonsoir à tous. François Cabot nous accompagne, économiste senior zone euro chez AXA. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Et Émeric Blond est également à nos côtés, gérant action chez Taylor Asset Management. Bonsoir Émeric. Bonsoir Grégoire. Émeric, un mot peut-être de cette ambiance de fin d'année portée notamment par le retour de deals d'importance. Je parle bien sûr de la thématique M&A. On est en pleine surenchère potentielle autour du dossier Warner Bros. Discovery, mais c'est vrai qu'il y a eu une cinquantaine de deals, peut-être de plus de 10 milliards de dollars au cours de cette année, avec un marché des fusions-acquisitions global qui va être à peu près 30% supérieur à ce qu'on avait connu l'an dernier, alors qui n'était pas une bonne année, me faisait remarquer Jean-François Robin, mais il y a quand même l'idée peut-être d'une reprise de cette thématique des fusions-acquisitions. Qu'est-ce qu'on peut en dire, et est-ce qu'il y a déjà des enseignements à retirer effectivement de cette année 2025 de ce point de vue-là, Émeric? Bah déjà, effectivement, je pense qu'il y a un effet de base qui était négatif. Donc, ça joue un petit peu en la faveur du thème M&A sur les marchés. Après, oui, on a eu beaucoup d'opérations de très grande ampleur, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de moyens disponibles en fait dans les trésoreries des sociétés qui par ailleurs cherchaient un petit peu soit la masse critique sur certains marchés, soit une nouvelle orientation pour leur business. On sait qu'il y a l'IA qui va arriver, qui va disrupter fortement beaucoup de ces métiers, notamment dans la création visuelle. Après, dans le cas de Netflix par exemple, il y avait cette idée constante de pouvoir mettre la main sur des concepteurs de contenu, donc des studios de production. Ça a été un très très gros problème pour Netflix pendant très longtemps. Et là maintenant, ils arrivent, enfin on ne sait pas s'ils vont y arriver, mais en tout cas, ils sont passés à la vitesse supérieure et ils ont osé mettre effectivement beaucoup d'argent sur la table. Alors malheureusement, ils ont été un petit peu... oui, la bataille commence. Voilà, la bataille commence. Il y a une bataille qui s'est engagée. Après, je suis pas inquiet pour Netflix. Ils ont effectivement beaucoup de liquidités à disposition. Mais effectivement, oui, dans l'IA aussi, il y a eu des énormes deals qu'on n'a pas vus parce que n'était pas coté. Ah bah oui. Donc oui, il y a eu, c'était une année quasi historique depuis en tout cas ces 5 dernières années. Et c'est le signe, en tout cas pour la partie cotée, de ce qu'on peut suivre facilement. Vous dites, Émeric, c'est quand même le signe d'entreprises, alors en bonne santé financière, j'en sais rien, en tout cas avec des bilans solides, des entreprises qui sont cash rich, qui n'ont pas de problème de liquidité aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais. Et qui soit cherchent à se renforcer, soit à anticiper un point de rupture au niveau de leur activité. Donc effectivement, c'est des études un petit peu saines de construction pas à pas par achat d'entités. Quelque part, on reprend un cycle normal d'activité sur le M&A. On avait peut-être un peu perdu l'habitude de dépenses, de très grandes dépenses dans le domaine de la technologie, des infrastructures, etc. Mais aujourd'hui, ce sont des secteurs qui sont vraiment avec beaucoup d'argent, qui avaient peu d'idées jusqu'à présent. Et là, les idées commencent à arriver. Et en tout cas, il y a volonté aussi de passer à l'action. On verra d'ailleurs dans quelle mesure la politique antitrust aux États-Unis peut accompagner ou freiner ce mouvement. C'est vrai que beaucoup, à partir du moment où Donald Trump a été élu, anticipaient un boom de M&A délirant. Donald Trump étant un dealmaker, comme il le dit lui-même. Il y a eu un petit doute quand même au moment d'avril où tout l'enthousiasme est retombé. Et puis c'est quand même reparti derrière. Non, oui, je pense que Donald Trump n'a pas du tout cette optique de réglementer le marché. Il est plutôt dans cette attitude de laisser le marché s'agréger, se désagréger, une espèce de destruction créatrice permanente où on intervient peu et on laisse le marché s'autoréguler. Et c'est vrai qu'il a toujours beaucoup pensé comme ça. Au début, comme vous disiez, on a eu un peu peur qu'il intervienne un petit peu trop sur beaucoup de deals. Là d'ailleurs, effectivement, là, pour Netflix, ça a pas manqué. Ouais. Mais la vérité, c'est qu'il fantasme beaucoup de champions nationaux et il perçoit beaucoup de menaces un petit peu... 360, l'Europe, le reste du monde, la Chine, etc. Et il perçoit ça comme vraiment un environnement vraiment très agressif et à même de perturber un petit peu l'écosystème industriel américain. C'est un bon environnement aujourd'hui pour le thème M&A en général? Je sais pas, en tout cas, là, c'est un joli film. La bataille qui s'annonce avec d'un côté... la famille Ellison et Paramount. Et Netflix plutôt démocrate dans ses prises de position, qui ne plaisait évidemment pas à Trump, qui a peut-être... Le biais politique est partout aujourd'hui, Jean-François, y compris dans le monde du business. Tout est politique. Tout est politique. Non, effectivement. Après, on est dans un moment quand même, là aussi, on va en parler tout à l'heure, mais d'économie qui se tient, de taux d'intérêt qui vont plutôt baisser aux États-Unis, de sociétés, ça a été dit juste avant, en position de cash confortable. Et donc, oui, c'est plutôt un environnement finalement favorable. On avait beaucoup de peur sur la géopolitique, sur Trump, etc. Mais on voit que des peurs qui sont
sans doute justifié pour beaucoup d'entre elles, mais tout de même, on a un environnement sur lequel les entreprises arrivent à naviguer. Quand on voit les résultats d'entreprises, que ce soit d'ailleurs en Europe ou aux États-Unis, on est très agréablement surpris. Encore une fois, cette résilience des sociétés. L'Europe, visiblement, est un peu en retard dans la thématique M&A. Alors, il y a peut-être des déclics à venir. Je regardais l'indice Argos des PME, la valorisation des PME non cotées en Europe, qui a un plus bas de près de 9 ans aujourd'hui. Je crois que les transactions au troisième trimestre se font sur une valorisation médiane, en l'occurrence de 8,7 fois l'EBITDA. Ça doit être un plus bas aujourd'hui. C'est le genre d'environnement où on se dit que oui, effectivement, la thématique M&A en Europe, en tout cas, peut être un soutien aussi, peut-être à un moment, pour des gestionnaires d'actifs, Aymeric. Oui, je pense, oui, tout à fait, parce que d'une part, il y a cette dissonance de croissance entre les deux zones. Parce qu'effectivement, on a parlé de publications, très justement, c'est que les publications aux États-Unis ont été excellentes ces derniers trimestres, on peut dire ça, alors qu'elles ont été plutôt flattish médiocres en Europe. Donc il y a ce déficit de croissance qui doit se substituer à quelque chose. Donc oui, il pourrait y avoir effectivement du M&A pour contrebalancer un peu ces mouvements. Le fait que les États en ce moment votent beaucoup de budget en France, en Allemagne, ça pose un petit problème d'inertie. On se dit on va attendre que les budgets soient votés avant de passer à l'action, etc. sur le déploiement de notre cash. Il y a beaucoup de sociétés en Europe qui sont un peu en mode un peu attentiste, clairement. Mais le marché européen n'a jamais été aussi peu cher par rapport aux US. On est à 34% de décote par rapport aux US. Historiquement, on est à 17 sur 30 ans. Donc aujourd'hui, oui, sur la partie large cap, on est à un bon endroit. Si la consommation se tient, si les paramètres macroéconomiques ne se dégradent pas plus, normalement, on est plutôt pas mal pour le futur. Bon, d'ailleurs, à propos de paramètres macroéconomiques, quand on parle de l'Europe et de la zone euro, François, alors Aymeric aimerait que les paramètres macroéconomiques ne se dégradent pas plus. Est-ce qu'ils peuvent même, à l'inverse, s'améliorer, voire continuer peut-être de s'améliorer? Il y a l'idée quand même d'une reprise assez silencieuse qu'on voit pas ou qu'on ne perçoit pas encore très bien, mais c'est quand même le consensus ou ce qui forge le consensus de 2026, François. Vous y adhérez chez AXA? Oui, absolument, tout à fait. Il faut remarquer effectivement la remarquable résilience des économies mondiales, américaines, européennes, face à l'incertitude géopolitique qui a été croissante tout au long de l'année 2025, ce à quoi effectivement les entreprises ont répondu plutôt présentes côté investissement, ce qui a été une grande surprise quand on regarde les relations historiques vis-à-vis de l'incertitude géopolitique ou de politique économique vis-à-vis de l'investissement. Ça s'est extrêmement bien passé. Et là, on voit effectivement le sous-jacent micro et d'équilibre financier qui a joué à plein. Et là-dessus, effectivement, on a une dynamique sur 2026 et 2027, surtout 2026, qui va s'engager autour de l'élargissement de cette base, avec des plans budgétaires tout à la fois en Europe et aux États-Unis, on peut aussi en parler évidemment au Japon, qui vont faire qu'on a quand même ce vent en poupe avec des baisses de taux, principalement aux États-Unis, qui risquent d'alimenter effectivement cette croissance. Alors je dis risque peut-être en mauvaises conditions, mais plutôt c'est plutôt une bonne risque positif. Risque positif, oui, c'est ça, bien sûr. Oui. Avec non pas un emballement, mais en tout cas un optimisme modéré sur effectivement une croissance qui séquentiellement devrait s'améliorer. En Europe, aux États-Unis, on attend quand même un point bas post-shutdown et avec les effets des tarifs sur la première partie de 2026. Par contre, effectivement, les investissements reprenant post-baisse de taux de la Fed que nous avons encore jusqu'à la fin du premier semestre 2026 pour effectivement continuer à alimenter cette croissance américaine également. Et sur l'Europe spécifiquement, qu'est-ce que vous dites, François? Vous parliez des impacts de l'incertitude. Je sais pas, dans un pays comme la France, j'ai plus en tête la décomposition précise de la croissance du troisième trimestre, mais j'ai en tête quand même que la partie investissement et que l'investissement des entreprises dans les logiciels, dans l'IT, est quelque chose qui contribue positivement à la croissance française aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, François. La France est un cas qui de plus en plus se juge à part par rapport à la dynamique européenne, parce que quand vous regardez les enquêtes de conjoncture, vous vous rendez vraiment bien compte que, alors évidemment, vous avez l'Espagne qui est au-dessus de tout le monde, l'Allemagne redore son blason de croissance, l'Italie se porte pas mal, et en fait, on a comme une divergence assez notable quand on regarde les enquêtes PMI, typiquement, qui est à noter. Donc là-dessus, la résistance a été forte. Par contre, est-ce que la France, au même titre que les autres pays, vont pouvoir suivre le train qui réaccélère? Ça, c'est pas du tout évident sur 2026. Vous dites le décrochage de la croissance française, il est peut-être devant nous.
par rapport au ouais, reste du groupe zone plutôt euro. que décrochage, je dirais plutôt que le rater le train de l'accélération. D'accord, ok. Voilà, parce qu'effectivement, la Oui. résilience a été Je là. comprends. Il n'y a pas de raison que la résilience s'effrite complètement en 2026 dans un scénario sans élection, ce qui, je pense, est le scénario de tout le monde de base. Et dès lors, par contre, de maintenir une croissance qui tournerait autour de 0,8-0,9 en 2026, alors que l'ensemble des autres pays vont plutôt accélérer fortement. Ouais, bon. Ça veut dire quand même que l'incertitude, finalement, les entreprises, les agents économiques s'y habituent. Jean-François, il y a ce qu'on lit dans les enquêtes, et il y a toutes les raisons, évidemment, quand on répond à des enquêtes, de pas forcément répondre de manière très enthousiaste, ça je l'entends. Et puis il y a la réalité des chiffres, des résultats et des performances économiques derrière. Oui, il y a une très bonne, intéressante étude qui a été faite par la Commission européenne qui illustre très bien ça et que moi je vis tous les jours dans mon boulot, qui est de rencontrer beaucoup de chefs d'entreprise, où quand on demande aux chefs d'entreprise qu'est-ce qu'ils pensent de la situation, ils sont très inquiets sur la situation macroéconomique, il n'y a rien qui va, c'est la catastrophe, etc. Et vous allez comment dans vos entreprises? Moi, ça va très bien. Ah ouais, c'est ça. Et donc, alors, il y a peut-être un biais statistique qui voit les entreprises qui vont bien, je ne sais pas, mais quand même, c'est exactement ce que montre cette étude sur le ressenti et la réalité. Et encore une fois, on a tous l'impression que la France est en retard. Au troisième trimestre, la France fait la deuxième plus forte croissance de l'Europe derrière l'Espagne, quoi. Les Pays-Bas, qui est le bon élève de l'Europe depuis toujours, fait 0,3. Nous, on fait 0,5. On a fait 0,3 au T2. L'Allemagne fait 0. L'Italie fait 0. On va faire 2 fois plus de croissance que l'Italie, que tout le monde cite en exemple. Oui, l'Espagne est à part, avec quelque chose de très intéressant. Ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas de budget. Mais en même temps, Pedro Sanchez a 2 doigts de tomber lui aussi. Donc, on va voir, il y a plein d'incertitudes politiques là-bas aussi. Mais on est quand même sur une espèce de résistante, moi, qui me frappe. Nous, on dit 0,8, 0,9 cette année en France, avec quasiment tous les moteurs. Même la consommation n'est pas négative. Sur les 2 derniers trimestres, c'est plus 0,1, plus 0,1. C'est rien du tout. Je rappelle que la France... Excusez-moi, c'est quelque chose que j'ai pas peut-être ressenti, mais la France est le pays en Europe où on gagne le plus de pouvoir d'achat. Et pourtant, la consommation ne redémarre pas, et c'est quand même assez intéressant. Mais n'empêche que tous les moteurs sont finalement assez au vert en France, malgré cette comédia dell'arte politique, malgré le risque de Trump. Nous, on a pricé ça, on a fait dans nos petits modèles. C'est 0,2 de moins dû à l'incertitude politique. C'est 0,1 pour la France, je parle, c'est un peu plus. C'est 0,1 pour les tarifs. Si vous mettez 0,3 en plus, on est au potentiel. Donc en fait, la croissance française est tirée par les entreprises qui vont pas mal. Alors évidemment, là aussi, biais statistique, qui va peut-être se retourner un peu en notre défaveur, mais ce qui a beaucoup porté le T3, pourquoi c'était si fort, c'est qu'en fait, tout d'un coup... Airbus qui livrait jusque-là, qui produisait jusque-là des planeurs, s'est mis à produire des avions et tout d'un coup il les exporte parce que c'est plutôt ce que cherche le reste du monde aujourd'hui. Et tout d'un coup, ces exports explosent. T4 sera peut-être un petit peu plus difficile, mais honnêtement, quand on regarde nos indicateurs avancés qui marchent bien à la chaîne ATX6, on est quand même dans le positif. Donc on va faire 0,8, 0,9 cette année, donc mieux que, a priori, le consensus et même que le gouvernement le pensait. Puis rappelons toujours, le problème de l'aéronautique et d'Airbus en particulier, c'est pas de vendre des avions, c'est de les livrer. C'est-à-dire que c'est un problème de capacité, de chaîne de... Ce qui va être une thématique de 2026 en Allemagne, en France. Vous parlez à Eurenco, vous parlez à tout le secteur de la défense aujourd'hui. Vous parlez au shipping, vous parlez à l'aérospatial, vous parlez au transport, vous parlez à Stellantis sur leur véhicule électrique. Ils ont un problème de livraison aujourd'hui, tellement leur demande est forte aujourd'hui, contrairement à beaucoup de... Je rappelle, les voitures électriques depuis le début de l'année en Europe, c'est plus 22%. On entend souvent que ça ralentit, mais je voudrais savoir où. Et donc, non, il y a plein de goulots d'étranglement. Et je pense que la thématique 2026, ça va être un petit peu ça aussi. Il va y avoir des goulots d'étranglement. Il y a évidemment des risques géopolitiques, des risques de partout. Mais il va y avoir des petits goulots d'étranglement qui vont, je pense à l'Allemagne typiquement, qui est obligée de relancer ses salaires, plus 14%. Vous avez des pays comme ça, le Mexique, l'Espagne, qui remontent leur salaire minimum de façon très, très impressionnante, parce qu'il va falloir que ça suive derrière. Et donc Isabelle Schnabel a raison de nous dire qu'on n'ira pas en dessous des 2% de taux de dépôt, de taux effectif directeur de la Banque Centrale Européenne. Je pense qu'Isabelle Schnabel est dans son rôle. Maintenant, Qu'elle soit dans son rôle, oui, mais est-ce qu'elle a raison de le dire du coup Non, mais c'est clair que la BCE est plus proche de la fin de son cycle de baisse des taux, que je serais très étonné qu'il rebaisse les taux. Pourquoi il baisserait les taux d'ailleurs Vous avez une croissance européenne qui est à son potentiel à 1,4. Vous avez un taux de chômage qui est au plus bas de l'histoire de la zone euro à 5,9. Vous avez de l'inflation qui est sous les 2. Ils sont pas trop, autour de 2 l'année prochaine, en fin d'année prochaine. Ils n'ont pas énorme, un euro qui va peut-être se renforcer, on va voir. Mais pour l'instant, si vous êtes dans un logiciel BCE classique, néoclassique, vous n'avez pas de raison de baisser les taux. Maintenant, si vous projetez dans un jeu de concurrence, d'union de marché de capitaux qui n'arrive pas, de compétition internationale, de l'Europe en danger existentiel, là, la BCE doit faire plus. Et puis je me projette, on en parlera peut-être après, mais
on va entrer dans un monde 2026 où la Fed va être plus aux ordres du gouvernement américain, de Trump. Et donc, on va vers une fiscal dominance, donc une domination budgétaire de la part du Trésor. Si l'Europe ne réagit pas à ça, on va avoir une guerre des... Il y a un risque que le logiciel de la Banque Centrale Européenne, alors qui était déjà différent de celui de la Fed, mais soit encore moins compatible avec le monde qui nous attend, dirigé par les budgets plus que par les banques centrales. Je crois vraiment qu'Isabelle Schnabel secoue sa fourchette dans un monde de soupe et que vous avez les Américains qui vont quand même faire de l'activisme monétaire, vous avez les Chinois qui le font, et nous, l'Europe, on va dire, c'est cool, on a nos taux, on ne bouge pas. Maintenant, c'est vrai qu'à 2% de nos taux d'intérêt, historiquement, ils ne sont pas du tout élevés par rapport aux Américains qui sont à 4, etc. Mais quand même, on va être dans une guerre des monnaies, quoi. On a une guerre des monnaies. Bon. C'est le politique et les budgets, les questions budgétaires, fiscales qui vont l'emporter désormais dans ce nouveau monde par rapport aux banques centrales qui ont fait les marchés, j'ai envie de dire, pendant peut-être 10, 15, 20 ans, 30 ans, pourquoi pas, François. Vous savez, les choses, le rapport de force s'est réinversé cette fois. Oui, je crois, et pour de bonnes raisons, parce que quelque part, en tout cas sur la dynamique européenne, le groupe en interrogation, qui est plutôt avec une réponse positive aujourd'hui qu'on apporte sur l'Allemagne, on cherche à solutionner des soucis qui datent pas d'hier. L'Allemagne a été en récession, en stagnation pendant 6 ans. Ils sont dans une orthodoxie qui fait aucun sens d'un point de vue à la fois d'un point de vue de réforme et d'investissement d'infrastructures, relance keynésienne, on avait presque plus l'habitude d'utiliser ce mot-là, mais qui est tout à fait qui est à l'œuvre aujourd'hui en Allemagne. Et donc dès lors, effectivement, on a ce vent en poupe de cette dynamique budgétaire en Europe, avec l'Allemagne en premier lieu, et puis sur la défense au niveau européen. Et effectivement, on voit bien que le monétaire a moins son rôle à jouer, surtout peut-être en Europe, dans la mesure où la baisse des taux s'est fait, entre guillemets, relativement rapidement. Et donc, on a un taux neutre. Est-ce qu'il y a besoin de le baisser supplémentaire? Je pense pas vraiment. Donc je pense que 2 est un bon niveau. Est-ce qu'on peut agir d'une autre manière? C'est un des propos d'Emmanuel Macron, par exemple, quand il est interrogé aujourd'hui sur la Banque Centrale Européenne. Il aimerait que le logiciel change. Il y a une refonte intellectuelle peut-être à mener. Mais il évoque aussi la question du bilan. La BCE continue de vendre, d'être nette vendeuse de titres obligataires souverains, alors que la Fed, au moment où on se parle, vient d'arrêter, justement, par exemple. Oui, non, alors là, je pense que la politique de la BCE est excessivement claire sur la taille du bilan. On va être sur une politique qui est tout à fait, comment on appelle ça, derrière le rideau, où on cherche à limiter la casse en réduisant passivement son bilan. Il n'y a aucune velléité d'aller changer ça dans les prochains mois ou dans les prochains trimestres. Donc là-dessus, il y a d'ailleurs un bon discours d'Isabelle Schnabel sur la question, qui est d'ailleurs en charge de cette question-là précisément il y a quelques semaines, et elle a en gros donné le là sur ce qui allait se passer, sur ce que la BCE allait Donc non décider. seulement les taux ne bougent pas, mais on va continuer de réduire le bilan pour un temps encore. Voilà, et du coup, qui a d'ailleurs, et c'est peut-être que ça, là où les marchés réagissent, ou en tout cas price depuis plusieurs semaines, pas qu'aujourd'hui sur la partie courte, on a le taux effectif de refinancement à court terme, donc de marché monétaire, qui est donc tout près du taux dépôt, un peu en dessous d'ailleurs, qui s'en rapproche. Et avec, à l'horizon 2 ans, pour nous, on anticipe chez AXA, effectivement, que ce taux effectif de marché monétaire va remonter vers le taux de refinancement, d'opérations de refinancement habituelles. Et donc, du coup, vers les 2,15. Et donc, du coup, ce qui voit effectivement une sorte de remontée, ou en tout cas de resserrement politique monétaire, ce qui en fait n'est pas le cas. Mais de fait, en fait, on va avoir une forme de resserrement derrière les rideaux, bien caché. Mais là-dessus, la partie, je pense, de la banque, du bilan est vraiment à... On n'a pas à attendre grand-chose, et se dire que la BCE va continuer à rouler de manière prudente et de manière prédictive, surtout. Prédictible, oui, c'est pardon, ça. Sur cet élément-là, et à pas avant fin 26, on pourra avoir quelques revenus sur le marché monétaire, mais on a au moins une année là sur lesquelles on a de la marge encore avant d'arriver à un niveau de liquidité du système qui pourrait devenir un peu trop étroite pour. Donc la remontée mécanique que j'indiquais, c'est pas avant le T4 26, donc on a au moins une année là sur laquelle effectivement la séquence monétaire est complètement silencieuse, et ça a effectivement la dynamique budgétaire au moins en Europe, et puis évidemment sur d'autres pays, on peut
l'évoquez, qui va être centrale pour les marchés. Mais D'accord avec ça, Jean-François? Oui, puis ça, exactement, je trouve, je reviens à mon point de tout à l'heure, de la compétition entre les grandes économies et notamment l'arme monétaire là-dedans. Et on voit la BCE, moi je suis complètement d'accord avec ce que fait la BCE, avec ce que vous avez dit, parce qu'avec la BCE, voilà, nous a dit je ne toucherai plus à mes taux, peut-être à 25 si vraiment on me tord le bras, mais disons que ce soit stabilité des taux, c'est le plus probable. Et puis mon quantitative tightening qui continue. De l'autre côté, vous avez une Fed qui va peut-être baisser de 100 points de base et qui a déjà arrêté la réduction de son bilan après en avoir réduit seulement de 25%. Donc, on se retrouve avec un bilan de la Fed quand même hypertrophié par rapport à ce que c'était avant. Ils avaient toujours dit qu'ils voulaient un monde de liquidité plus abondant. Et s'il y avait avec ça, vous avez un changement de gouvernance au sein du FOMC avec un peu des pressions pour que finalement on finance la dette publique. Encore une fois, je reviens avec ma thématique de la fiscale dominante. On pense que nous, c'est une des grandes thématiques 2026. On a un truc très différent de financement de l'État américain par rapport au financement des États européens. Et je pense que c'est un peu ce que dit Macron aujourd'hui en disant attention, on se retrouve dans une compétition globale, ça dérégule ici. C'est un concours de beauté, de toute façon. On commence à un truc de compétitivité qui va poser problème si on a de l'activisme budgétaire, de l'activisme monétaire, de la dérégulation d'un côté, et une Europe qui est certes droit dans ses bottes, mais qui s'enfonce, quoi. Qu'est-ce qu'on va attendre des entreprises européennes dans ce contexte-là, Aymeric? Déjà, est-ce que le contexte monétaire, les paramètres monétaires du moment, on parlait de l'économie, de l'incertitude, est-ce que les paramètres monétaires fixés par la BCE sont des paramètres qui peuvent convenir à nos entreprises pour se développer, délivrer de la performance? Et est-ce qu'à horizon 2026, est-ce que tout ça va enfin se matérialiser dans une croissance bénéficiaire un peu globale du système entreprise coté? La croissance sur la partie société, j'en sais rien, mais je peux pas la prédire. Après, effectivement, on en a parlé. Le discours des sociétés, quand on se projette à fin du T4, là, 2025, et puis l'année 2026, voire même 27, il y a des gens qui font des projections là-bas. On a effectivement un discours où les sociétés disent oui, ça va plutôt bien, et on s'attend que ça encore aille s'améliorer. Donc on a vraiment cette dissonance entre ce qu'on entend dans l'actualité économique, macroéconomique, et le discours microéconomique des sociétés. Donc il y a cette dissonance. Elle est en place, et je pense qu'elle peut encore se creuser un peu plus si, effectivement, on évoquait cette question de taux. Pour moi, qui suis gérant action, c'est une question de momentum, en fait, les taux. Dans le sens où ça ne va pas vraiment impacter le profil des sociétés dans lesquelles j'investis. Par contre, ça va impacter l'ambiance dans laquelle on investit et les marchés. La psychologie du marché. Psychologie de marché. Quand historiquement on baisse les taux, les marchés montent, les marchés actions montent. Donc c'est un petit peu ça qui peut se passer. Là, effectivement, la BCE, elle est un peu en mode un peu attentiste. J'attends de voir ce que la Fed va faire. Mais c'est normal. Elle va pas griller ses munitions. Elle a des cartouches. Elle a 2% de cartouches, entre guillemets. Pour les coups durs, elle va pas aller les griller maintenant. Ça sert à rien de baisser les taux. L'inflation est relativement sous contrôle. L'économie est stagnante, flattiche haussière, ok, d'accord. Mais si demain la Fed commence à baisser ses taux de manière aussi massive qu'on peut l'attendre éventuellement, le jumbo rate, jumbo cut rate, bon, on va voir. Mais même si la Fed commence à baisser et s'engager dans une attitude baissière, ça va lancer les marchés américains et par extension européens, puisqu'on le sait, c'est une question de flux. Une fois que les investisseurs américains estiment que c'est bien pricé aux US, ils se déversent effectivement en Europe. C'est souvent un petit peu comme ça, il y a un peu d'inertie. Est-ce que ce mouvement-là, est-ce qu'il peut être accompagné, encore une fois, par de la croissance bénéficiaire des entreprises européennes? Encore une fois, je parle des entreprises cotées, et c'est vrai que quand même, ce qu'on voit depuis une paire d'années maintenant, c'est que on arrive plutôt en fin d'année à des croissances bénéficiaires nulles sur les 12 mois glissants, Aymeric. Ce qui n'empêche pas le marché de bien faire, mais c'est ce qu'on appelle de l'expansion de multiples avant tout. Je parle sous votre contrôle. Oui, bien sûr. Mais après, voilà, il faut garder en tête que les sociétés européennes, elles font à peu près 60% de leurs bénéfices par action hors d'Europe. Donc déjà, ça c'est une composante. C'est-à-dire que si ça va mieux dehors, ça peut... et qu'en plus, en Europe, on commence à retrouver un petit peu d'allant. Et puis ça veut dire que la question du change a été peut-être aussi un détracteur de performance pour pas mal d'entreprises cette année. Effectivement, quand on se prend 15 à 20% de coûts de devises, ça peut avoir un impact sur la bottom line, mais le résultat net. Mais là où c'est intéressant, c'est que il y a aussi cette composante, on l'évoquait, France-Allemagne, qui est un petit peu au point mort. Il y a l'Allemagne qui a perdu le logiciel, il ne sait plus comment dépenser.
et il y a la France qui n'a plus le droit de dépenser. Ouais. Donc, il y a un peu ce problème. Hein. Faut qu'on se parle. Voilà. On peut peut-être s'arranger. Faire un swap. Un swap. Mais bon, en tout cas, à court terme, ça voudrait tout simplement dire que le jour où on met ces côtés budgétaires et que les Allemands commencent un petit peu à dépenser et sortent un peu de l'orthodoxie budgétaire traditionnelle, que les Français peut-être retrouvent un peu des coups des franches là-dessus, on peut retrouver un petit peu une dynamique, parce que ce sont un peu les deux locomotives de l'Europe. Hein. L'Italie, c'est toujours un peu vocal, mais il se passe jamais grand-chose. Les autres économies sont un petit peu périphériques, hein, sans les personnes. Ouais. Et donc, effectivement, on compte sur le couple propulsif franco-allemand. Et si les deux repartent de concert et que les industries... Si chacun fait ses devoirs, quoi. Voilà. Et si les industries inhérentes à ces deux économies recommencent à fonctionner, auto, luxe, conso, pharma, tout ce à quoi on peut penser qui aujourd'hui lag, est à la traîne, bah oui, on peut effectivement avoir un 26 plutôt, à mon avis, très encourageant. Ouais. François, je me souviens encore de ce mois de mars de cette année, du discours de Friedrich Merz et de l'enthousiasme, de l'effet de surprise et de l'enthousiasme que ça a déclenché chez les économistes de marché. Quand on se revoit quelques mois après, j'ai l'impression encore une fois que le monde des marchés est déjà déçu par un plan qui n'a pas encore eu lieu. Disons que le marché a suranticipé, a surréagi. Donc là-dessus, il y a une asymétrie. Le marché a mis un prix sur ce voilà, que disait Friedrich Merz vous avez un en mars dernier. Vous avez aujourd'hui un Bund qui est à 2,8. Est-ce que l'économie allemande est cohérente avec cette histoire-là? La réponse est très clairement non. D'ailleurs, si vous vous souvenez de nos conversations à cette époque-là, j'étais plutôt dans les plus prudents. Et je demeure avec une croissance allemande sur 0,7 en 2026. Effectivement, une accélération qui reste mesurée. Oui, on en a parlé il y a quelques semaines à peine avec vous. Exactement. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on a appris depuis? On a appris qu'il y a effectivement un point bas sur la production industrielle allemande depuis 8 ans, avec le point, on se le rappelle, en 2017, presque 9 ans maintenant. Justement. Voilà. Et donc, on a effectivement peut-être un vent qui est en train de tourner, mais on voit à la fois vis-à-vis des premières dépenses budgétaires des véhicules hors budget du mois d'octobre, plutôt un démarrage lent, hein, pour dire les choses de manière sympathique, hein. Et des indicateurs de confiance, surtout quand vous regardez l'IFO, vous regardez les PMI manufacturiers, les anticipations, le climat courant est à un plus bas historique et les anticipations à 6 mois sont venues tout juste au niveau de leur moyenne de long terme. Donc ça veut dire que quand vous avez un plan qu'on n'a pas vu depuis 30 ans et que tout le monde attendait et sur lequel il y a un optimisme qui a été pricé, en fait l'économie allemande pour l'instant elle ne réagit pas. Donc on est encore beaucoup dans l'attentisme, de ce un peu retard à l'allumage, hein, qui était évoqué. Et là-dessus, il y a effectivement une asymétrie qui fait que le marché peut effectivement corriger à la baisse avec peut-être de surtrot qui a été pricé. Ouais. Mais par contre, effectivement, il ne faut pas perdre de vue que, et c'est peut-être là où le marché a raté le coche, c'est que c'est pas un plan sur un an. Non, c'est pas en train de faire comme en France. C'est une mèche lente. C'est une mèche lente. Exactement. Donc on fait quelque chose de vraiment à long terme. Donc quelque part, si ça met un peu de temps à s'engager, à cranter en 26, c'est pas très grave parce qu'en fait, il y a encore effectivement 12 ans sur l'infrastructure et peut-être un peu moins sur la défense, mais en tout cas, il y a un vrai plan, une vraie vision à long terme qu'on espère effectivement pouvoir se mettre en musique de manière, pour nous, de manière graduelle, avec 0,7 de croissance l'année prochaine, 1,3 en 2027, et qui effectivement, optimisme modulé à court terme, mais avec quand même une Allemagne qui repartira à la fin de l'horizon de prévision 27 avec le vent en poupe. La montée en cadence du plan allemand, ça va être évidemment un sujet de 2026, avec au passage un Friedrich Merz qui a déjà épuisé beaucoup de son capital politique, visiblement en quelques mois. Hein. On a eu vendredi au Bundestag un vote très très serré sur une réforme des pensions. Et oui, le hasard. Je rappelle qu'ils sont à 67 ans, chers amis, et qu'ils vivent moins longtemps que nous. Mais non, ce qui est intéressant quand même, je trouve, c'est ce point, c'est que, alors nous, on a un scénario qui est presque l'inverse, c'est-à-dire que nous, on pense quand même qu'avec tout ce qui est mis dans l'économie, on devra avoir 1,3 l'année prochaine. Ah oui. C'est plutôt 2027. Nous, on a des petites questions d'exécution de ce plan-là, et peut-être d'un effet qui baisserait. Mais voilà. Au final, sur 2 ans, vous êtes à peu près sur la même idée. Voilà. Mais surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est ce qui était dit avant, c'est-à-dire qu'on passe d'un moteur économique de la zone euro, l'Allemagne, hein, qui est largement plus gros que tous les autres, qui est en stagnation depuis plus de 5 ans, ça a été dit, qui redémarre. On va passer de 0 à pas loin de 1 ou plus, ça passe trop la question, mais n'empêche qu'on va avoir un delta quand même assez important, et donc on a ce moteur qui va redémarrer comme jamais depuis 89 quand même si ce n'est que de faire 1%. Déjà, ça fait un moment qu'on n'a pas vu ça de la part du principal moteur économique allemand. Et nous, quand on fait des petits calculs, c'est pas la fin du monde, hein, mais c'est quand
même 1 point de croissance en plus en Allemagne, c'est 0,1 de plus en France, et 0,2 en Italie, etc. Donc on a quand même un petit effet d'entraînement qui est pas neutre. Alors pourquoi on peut quand même être prudent? Je crois que c'est le point très important, c'est pourquoi les marchés jouent un peu ça, c'est ce que vous avez rappelé, c'est pas si simple que ça pour Merz en ce moment, mais il faut pas oublier qu'en fait que le plan allemand, ils se sont mis d'accord entre des gens qui peuvent pas se piffrer sur l'essentiel à 10 ans, et ils mettent 17 points de PIB de dépenses sur l'infrastructure, sur la défense, etc., etc. Et ça, c'est là. Donc Ça, on a c'est le droit de voté. demander des comptes à chaque vote, à chaque décision. Non, mais il faut pas oublier, il y a le Oui, conjoncturel, le budget, mais de l'autre côté, ça déroule. Quoi. D'accord. Et là, quand on voit ce qui déroule, ils ont voté des routes, ils ont voté des trains, D'accord. ils ont voté des recharges électriques, ils repartent sur de l'aide aux véhicules électriques. Le budget de la défense l'année prochaine en Allemagne, il est voté, c'est 108 milliards d'euros. Hein, ils étaient à 88 milliards cette année. C'est-à-dire que l'année prochaine, l'Allemagne, quand même, qui est très en retard dans les yeux de tout le monde, l'année prochaine, l'Allemagne a un budget militaire 2 fois supérieur à celui de la France de cette année, qui est pourtant un des bons élèves. Quoi. Donc on est quand même sur un truc, il y a qu'à voir ce qui se passe chez Rheinmetall en ce moment. Bien c'est sûr. le Nvidia européen. Quoi. Oui. Et ça fait 2-3 mois que ça d'accord, redonne ça un peu. consolide. Mais Il faut voir ce qui c'est se le passe dans Nvidia ces européen. usines-là. Mais il suffit d'aller... Pris 150% depuis le premier jour. Voilà, il faut aller dans les usines d'armement au centre de la France, voir Renco, voir ce qui se passe dans ces usines-là. C'est des usines qui font x2, x3, qui sont montées en capacité. On produit plus d'obus de 155 en Europe désormais qu'aux États-Unis. On va passer de 3 à 4 à 5 rafales par mois. Bon, il y a quand même des choses qui se passent, quoi. Bon, en même temps, on n'est pas capable d'abattre un drone qui passe au-dessus de l'île Longue, mais c'est un autre sujet. On voit bien qu'on n'est pas prêt complètement, mais en tout cas, qu'il y ait des effets macroéconomiques évidents là-dedans. Enfin, ça me semble vraiment une évidence qu'il y a quand même un moteur de l'économie européenne et presque mondiale. Hein. L'Allemagne, c'est plus de 5 points de PIB mondial quand même. Hein. Donc, s'ils mettent ce plan de relance à l'œuvre, c'est un changement de régime qu'on n'a pas vu depuis un moment en Europe quand même. Bon, donc on bouge, quoi. Oui, ça bouge, mais voilà, c'est pas le rebond du chat à mort. Hein. Non, j'entends. Ça repart un peu. Et il est temps que ça repart parce que l'Allemagne, on voit bien, est confrontée à un risque, une crise de modèle, quoi. Donc il faut qu'il se réinvente, quoi. Un mot de la réserve fédérale américaine, on en a beaucoup parlé, on va beaucoup en parler encore dans les prochains jours. Alors chez AXA, qu'est-ce que vous dites, François? Comment on market cette baisse de taux du point de vue d'un Jérôme Powell encore en poste aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on attend comme fonction de réaction de la Fed l'année prochaine? Alors déjà, nous, notre discours n'a pas changé, c'est-à-dire qu'on avait cette baisse de taux en décembre depuis le début, depuis l'été. Donc là-dessus, les marchés ont fait beaucoup le yo-yo et finalement reviennent avec des données de l'emploi là qui ont été plutôt décevantes et vont continuer. Et c'est pour les mêmes raisons que cette baisse de... Enfin, la baisse de, vous la prévoyez à l'été, et c'est bien pour les raisons pour lesquelles vous la prévoyez qu'elle va être délivrée. Exactement. C'est pas pour autre chose. Exactement. Donc là-dessus, évidemment, on aura beaucoup de nouvelles post-Fed avec les payrolls qui vont rattraper la suite et pour avoir donné plus ample. Mais on se rend quand même bien compte que le momentum de ce côté-là est quand même très net. Vous voyez le H1 qui est largement en création d'emploi, le H2 on est à 0 ou un peu en négatif selon l'enquête ADP. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de sujet. Donc je pense que de ce côté-là, cette baisse de taux, elle est évidemment actée et il n'y a pas de raison qu'on ait un changement de direction de l'économie à court terme. Donc là-dessus, ce que va dire Jérôme Powell, c'est on fait nos 3 baisses. Enfin, on l'a fait. Donc on fait notre dernière baisse de taux. On a globalement on s'arrête sur la prévention, c'est-à-dire se dire que voilà, on le côté assurantiel, qu'on se disait on voit l'économie décélérer, mais l'inflation qui était peut-être en phase d'accélération, mais pas tant que ça. Donc du coup voilà, cette phase de préventive d'assurance du landing de l'économie américaine est fait. Et par contre, nous on a du mal à voir comment est-ce que, enfin, une inflation qui repart à la hausse, oui, mais pas aussi forte que la dégradation du marché de l'emploi continue au H1. Donc du coup, nous on a encore 3 baisses de taux en mars, juin et septembre, qui est un petit peu en dessous de là où le marché se price actuellement, et compte tenu des derniers rebonds. Et là-dessus, c'est effectivement de se dire que oui, l'inflation va plutôt être orientée à la hausse sur le premier semestre, mais que la tractation à la baisse, si je peux m'exprimer ainsi, du côté du marché de l'emploi, va permettre à Jérôme Powell de dire, voilà, déjà, on ne fait pas les baisses de taux à chaque meeting. On va arrêter. On fait une pause. D'accord. Et je pense que c'est très facile pour lui de dire ça, parce qu'il va avoir beaucoup de données post ce meeting-là qui va lui permettre de dire, voilà, en voyant en janvier, et puis en fait, on va retourner sur un rythme trimestriel qui est un rythme de prévision.
Et avec le signal, je pense, à changer sur les dots, avec une baisse d'auto pricée, enfin en tout cas annoncée par les membres du FOMC pour donner une marge de manœuvre, mais pas un changement de discours complet par rapport à ce qu'on avait jusque-là. Bon, avec effectivement une question de pilotage des taux réels, hein, pour le dire autrement, c'est-à-dire qu'on voit plutôt au deuxième semestre 2026 l'inflation américaine quand même se radoucir, Jean-François. C'est ce qui peut justifier la poursuite des baisses de taux à travers 2026. C'est pareil, on fait partie de ceux qu'on n'a pas trop bougé notre scénario, qui était de sa baisse en décembre, ça baisse jusqu'à 3%. Nous, on pense que ça va continuer à baisser jusqu'à 3%, qui sera un tout petit peu en dessous du taux d'équilibre de la Fed, hein, mais pas beaucoup, parce qu'il faut redonner un petit peu de... Voilà, c'est le mandat triple de la Fed, pas le dual Vous intégrez quoi, la stabilité financière ? Il y a un petit peu de tout là-dedans, mais je vais y revenir. Donc oui, on est un peu sur ces baisses des taux de la Fed qui doivent continuer, plutôt au deuxième semestre, puisque c'est la fin des tarifs, c'est un one-off, hein, les droits de douane. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est que Trump vient de s'apercevoir, c'est que ce que j'enseigne à mes étudiants de la Sorbonne, hein, c'est que quand vous montez des taux, des tarifs sur des choses que vous produisez pas, guess what, les prix montent. Donc là, il vient de s'apercevoir qu'effectivement, si vous mettez 25%... La Chine fait $1 trillion d'excédent commercial. Si vous faites 25% de douane sur des avocats que vous ne produisez pas, le prix de l'avocat, il monte de, pas 25, ils ont monté de 21%. Bon, oui, c'est très bien. Et donc, il est en train de rebaisser les droits de douane. Donc, on sent quand même, typiquement, je pense à l'Inde, je pense à un certain nombre de choses, il va plutôt revenir, surtout que là, il est en mauvaise posture dans les sondages, il va revenir. Mais le truc le plus intéressant de 2026, c'est pas ça. Le truc de 2026, le plus intéressant, c'est qu'en début d'année, il va nommer soit Scott Bessent, soit Kevin Hassett à la tête de la Fed, soit un de ses camarades la voix de son maître. Et donc, il va falloir qu'on pense une Fed moins indépendante. On va falloir qu'on pense éventuellement une courbe des taux qui va beaucoup plus baisser sur la partie court terme, mais qui aurait tendance plutôt à monter sur le long terme. Et en fait, ce qu'on a vécu là, je pense qu'on peut l'avoir en un effet testostéroné de ça. C'est-à-dire que la Fed a baissé ses taux, on l'a rappelé, et les taux américains sont plus hauts qu'avant. Et bien là, si vous avez un Kevin Hassett ou un Scott Bessent qui part dans les jump pockets, les taux ils doivent être à 1. Je vais vous dire que les taux longs, ils vont pas rester à 4, quoi. Ils vont passer à 5, quoi, hein. Donc, on a peut-être un sujet d'indépendance de la Fed et de stabilité des marchés. Et là, on va il y a un board quand même. Hein. Il y a un board, mais en ce moment, il y a Stéphane Minaran, Lisa Cook qui va se faire remplacer en février et que derrière, il y a un Kevin Hassett qui arrive. Alors, encore une fois, Stéphane Minaran, il est là de façon temporaire. Mais le curseur est en train de bouger. On a un curseur en tout état de cause qui sera moins indépendant qu'il ne l'était auparavant, ça c'est sûr. Ça va être un sujet important pour le marché action américain, ça, Aymeric. Les taux ? Les taux, la dépendance ou l'indépendance de la Banque centrale américaine. Oui, c'est comme je disais. Dans un marché, alors là, pour le coup, très différent du marché européen, qui est peut-être déjà pricé pour la perfection ou pour quelque chose, en tout cas, de proche de la perfection. Clairement. Non, mais effectivement, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, et comme mes collègues l'ont dit si justement, c'est que voilà, les marchés actions ont statistiquement une propension à baisser quand les taux baissent. Donc, à monter quand les taux baissent. Oui. Du coup, si on voit les parties longues vriller revenir à 5%, par exemple, ça peut à un moment... Il y a des points de douleur quand même. Il y a quelques points de douleur, mais après, que je n'ai pas identifié. Mais la vérité, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, quand les produits taux rapportent moins, on se réoriente vers des actifs qui rapportent plus. Logique de fou. Le Bitcoin, c'est un petit peu chaud en ce moment. L'or, ça a quand même bien monté. Les produits de taux, on l'a dit, vont baisser. Les actions, pourquoi pas ? Et d'autant plus qu'effectivement, il ne faut pas oublier qu'en ce moment, on est à un tournant majeur sur les actions aux États-Unis, sur la partie CAPEX. Il y a, je vais parler que de l'IA, hein, mais il y a plusieurs centaines, on va dire 400 milliards aujourd'hui qui sont programmés dans les investissements dans l'IA rien qu'en 2025. C'est 800 l'année prochaine. C'est quand même assez gigantesque. Mais c'est bon pour les actions ou pas, ça ? Parce que des capex qui sont pas tout de suite rentabilisés, ça peut être moins de rachat d'actions, ça peut être aussi un actionnaire qui se sent moins favorisé, au moins pour un temps. Oui, mais la plupart des investisseurs, notamment aux US, n'achètent pas les actions pour les dividendes. En France, on peut. Oui, mais aux États-Unis, où la propension de valeur de croissance est plus importante, on a moins ce biais dividende quand on achète les valeurs. Et puis la vérité, c'est quoi ? C'est que comme on a des plans de capex très importants, certes, on a des boîtes qui ont beaucoup de cash, qui peuvent avoir recours à de l'endettement parce qu'elles ont des niveaux d'endettement qui sont extrêmement bas, qui ont des générations de free cash flow énormes. Si en plus on vient rajouter le fait que les emprunts qu'elles vont contracter vont peut-être coûter moins cher, et que le budget américain qui compte aider beaucoup les entreprises, va être lui aussi libéré par le fait qu'il y a des baisses de taux, à mon avis, ça peut être en effet win-win-win-win. Un cocktail potentiellement explosif, effectivement, pour les marchés explosifs à la hausse. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Aymeric Blond, Taylor Asset Management, François Cabot, Groupe AXA et Jean-François Robin, Natixis.